Nous sommes tous multifacettes et nous avons tous une histoire à raconter. Vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes du monde dentaire. Je vous propose de venir avec moi écouter des personnalités engagées, passionnées, dont le parcours est surprenant ou atypique. L'objectif est de mettre en lumière des femmes, des hommes qui ont réussi à conjuguer leur vie professionnelle et leur passion, qui se sont investis à 100% dans leur carrière ou qui ont osé tout quitter pour changer de vie. Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et ici votre hôte. Franck a 2 métiers, commandant de bord dans une grande compagnie aérienne et chirurgien dentiste. 2 métiers qui ont l'air très différents en apparence, mais qui en fait présentent de grandes similitudes, comme vous allez le découvrir dans cet épisode. Inspiré par un stage en chirurgie, il s'oriente vers la santé et juste avant les choix pour intégrer ou dentaire ou médecine, il est embarqué par un copain à bord d'un Cessna 172 et les sensations qu'il éprouve sont tellement incroyables qu'il veut apprendre à piloter. Il va alors choisir dentaire plutôt que médecine pour laisser une place à cette nouvelle passion. Juste avant la fin de ses études, il intègre une formation de pilote. Il exercera alors le métier de dentiste à temps plein pendant 7 ans, puis fera le choix de ne garder que le métier de pilote. Durant 15 ans, il s'est formé et a développé des compétences en facteurs humains qu'il met aujourd'hui au service des pilotes, mais aussi des cabinets dentaires pour améliorer leurs performances et gagner en sérénité dans leur quotidien. Il connaît les peurs, difficultés et contraintes des chirurgiens dentistes qui les coupent parfois du plaisir d'exercer. Son métier de pilote et ses connaissances en facteurs humains lui ont apporté des clés essentielles qui manquent à notre formation. Je vous laisse écouter Franck qui, même s'il n'exerce plus en tant que dentiste, continue à entretenir ses connaissances et compte bien reprendre du service lorsqu'il prendra sa retraite de pilote. Je vous souhaite une très bonne écoute. Toi, Franck, quand tu étais enfant, parce que souvent le pilote, c'est des rêves d'enfant, mais toi, ton rêve, c'était quoi? C'était dentiste ou pilote? Alors mon rêve, c'était de devenir funboarder professionnel. Ah, Tu sais, d'accord. planche à voile, rien à voir. Non, Et en non. fait, ouais, je voulais être architecte naval. Tu sais, celui qui dessine les bateaux de course, les trimarans, les ultimes là, qui font la course autour du monde. En fait, j'ai toujours été un peu intellectuel, mais pas trop, et un peu manuel, mais pas trop. Et donc, j'étais toujours été attiré par tout ce qui était créatif, manuel et un peu intellectuel. Voilà. En fait, en terminale, j'ai visité un service hospitalier et là, je me suis dit que j'avais envie d'être chirurgien. Voilà. Quoi, comme service? C'était quel service? C'était un service de chirurgie orthopédique. Et en fait, j'ai visité un service de chirurgie orthopédique. J'ai discuté avec les chirurgiens. Je me suis dit que finalement, la chirurgie, c'était un métier où il fallait apprendre des choses. Enfin, il y avait de la connaissance, beaucoup de connaissances. Et en même temps, on ne pouvait pas être un bon chirurgien si on n'avait pas un bon geste et si on n'était pas manuel. Donc, je me suis dit que finalement, c'était un truc qui se prêtait bien à mon état d'esprit. Donc, du coup, je me suis inscrit en première année de médecine. Le problème, c'est qu'en première année de médecine, quelqu'un m'a emmené dans un avion et dans un petit avion, un Cessna 172. C'est un petit avion américain de 4 places et en fait, je suis monté dedans et quand il a poussé les gaz et qu'il a décollé l'avion, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de malade mental? Piloter un avion, c'est trop bien aussi. C'est pareil, ça fait appel aux connaissances. Ça faut être un peu manuel, un peu intellectuel, ni trop l'un, ni trop l'un, ni trop l'autre, un peu les deux. Et du coup, en fait, en première année de médecine, j'ai passé mon concours. Et en fait, j'ai eu médecine et dentaire. Tu as eu médecine. Donc, tu as eu médecine, donc tu avais le choix aussi de dentaire. Voilà, j'ai fait médecine et dentaire, donc j'avais le choix. Donc, du coup, 10 minutes avant de choisir, je savais pas quoi choisir. Et là, il y a un petit avion qui est passé dans mon cerveau et je me suis dit, je vais prendre un cursus plus court et donc j'ai choisi chirurgie dentaire. Voilà mon choix initial, il part de ça. C'est-à-dire que je savais que je voulais faire un métier dans le médical où il y avait une notion de manuel. Et donc, comme j'avais une autre passion qui était en train de se développer, je me suis dit, je vais prendre un cursus plus court. Voilà. Plus court et peut-être avec un emploi du temps plus aménageable.
voilà, avec moins d'engagement, avec de l'espace, voilà. Donc, du coup, je suis arrivé en dentaire. J'ai fait ma fac à Paris 5, voilà, René Descartes. Et donc, du coup, pendant tout mon cursus d'étudiant, j'ai passé ma licence de pilote privé tout seul. Et en dernière année de fac, en fait, il y a eu un concours qui m'a permis de devenir pilote de ligne. Et donc, du coup, je suis devenu pilote de ligne. Donc, j'ai fait ma formation initiale de pilote de ligne à la sortie de la fac. Ah, d'accord. Voilà. Parce que j'ai vu que tu avais exercé pendant 8 ans. Donc, j'ai pensé, Ouais. moi, que tu avais fait un exercice et c'était que tu avais pris cette décision de devenir pilote plus tard. Non, alors en fait, j'ai commencé la formation pour devenir pilote de ligne. Au bout d'un an, il y avait la guerre du Golfe, donc on a été arrêté. Donc, du coup, là, j'ai exercé à temps plein pendant 7 ans. Pendant 7 ans, parce que j'ai eu 7 ans d'attente. Et ensuite, quand il y a eu une période où j'étais copilote long courrier, je travaillais pas beaucoup et j'ai réexercé 4 ans. Voilà. Et explique-moi un peu les différentes voies pour devenir pilote. Je connais la voie, on va dire un peu classique, maths sup, maths spé. Après, c'est le concours de l'ENAC, mais il y a pas que cette option-là. Alors, en fait, pour devenir pilote de ligne, il y a plusieurs options. Il y a des gens qui vont d'abord faire l'armée de l'air sous contrat et qui, au bout de 10 ou 20 ans, vont passer leur licence de pilote professionnel civil et après vont faire une sélection dans une compagnie pour devenir pilote civil. Et ensuite, il y a les gens qui vont faire l'ENAC, après maths sup, maths spé. Ensuite, il y a des gens qui vont faire le concours cadet. Il y a des concours cadets qui sont pour Air France, pour EasyJet, pour les grandes compagnies, qui permettent de rentrer dans une formation intégrée. Et après, on travaille dans cette compagnie. Et ensuite, il y a une formation autodidacte, c'est-à-dire que les gens qui vont faire passer leur licence en payant tout et vont passer un concours en tant que professionnels sans expérience dans les compagnies. Voilà, en gros. En gros, c'est ça. Alors, mais qu'est-ce qui a fait en fait qu'à un moment donné, ça a pris le pas en fait sur le métier de dentiste? Tu vois que t'as pris t'as pris cette décision où tu pensais parce que tu peux pas garder les deux, c'est pas compatible, tu vois, tu peux pas continuer de tenir un cabinet et de piloter. Alors, j'aurais adoré maintenir les deux. Ouais. J'aurais adoré maintenir les deux. Chronologiquement, donc tu sors de la fac, ouais. Tu intègres l'école de pilote. Ouais, pour travailler dans une compagnie en formation intégrée. Voilà. Tu t'installes, comment ça? Tu t'installes en collaboration? Tu t'installes en collaborateur. Ouais, je suis collaborateur. J'ai exercé quasiment, j'ai toujours exercé j'ai exercé que dans 2 cabinets. Un très peu de temps, 18 mois, et sinon toujours dans l'autre même cabinet, à Chartres. Ok. Et quel style d'exercice? Un cabinet de groupe? C'est un gros cabinet. Il y avait 5 praticiens. Il y avait 5 assistantes. J'ai un confrère qui faisait de l'implanto. Moi, je faisais un exercice d'omnipratique avec beaucoup de gros cas. Je faisais des gros rendez-vous de 2-3 heures. Enfin, je faisais vraiment des gros cas. La reconstruction complexe, ça m'a toujours passionné. Quand il y a une perte de DV, quand il y a une perte de référence occlusale, j'adore ça, parce qu'il faut se casser les neurones pour réussir à refaire quelque chose. Et donc, j'avais un exercice très orienté, prothèse conjointe, prothèse composite. Hein, et j'essayais de faire des choses un peu... je suis très conservateur. J'essaie de garder un maximum dedans. Voilà. Et j'étais déjà beaucoup dans le collage, dans tout ce qui est collé. Voilà. Et donc, après, quand tu intègres donc une compagnie, ouais. À ce moment-là, il y a des échelons à gravir. Tu commences pas direct commande bord. Alors, en fait, d'abord, je suis devenu copilote sur 737, Boeing 737. C'est un avion qui fait l'Europe, qui fait 150 places. Ensuite, je suis devenu copilote sur 747. Tu sais, c'est le gros avion avec la bosse sur la tête, là, voilà, qui fait 500 passagers. Ensuite, je suis devenu copilote sur Boeing 777.
Voilà. Ça, c'est ma période de copilote qui a duré à peu près 8 ans. Et après, je suis passé commandant de bord sur Airbus. Et j'ai été là instructeur. J'ai fait aussi d'autres choses en facteurs humains. Et là, maintenant, je suis commandant de bord sur 777. Voilà. Depuis un an. Voilà. C'est long, hein, cette ascension, en fait. On s'en rend pas compte de Ouais. l'extérieur, mais en fait, ça prend des années. Tu dis, la plupart des gens deviennent commandants de bord, Au bout de 10 presque. ans, à peu près. Ouais. 10 ans. En fait, moi, j'ai toujours comparé le métier de copilote un peu à l'internat, à un internat. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand on est copilote, on a les mêmes licences, les mêmes prérequis sur le côté officiel, mais par contre, on n'a pas la responsabilité juridique du vol. Et donc, je compare ça un peu à un interne. En fait, quand on est copie, on est un peu interne, on regarde un peu comment fait le gars à gauche. Et puis, à un moment donné, on passe à gauche avec toute la notion de responsabilité qui est super, super intéressante. Et ouais, en fait, c'est très graduel. Et surtout, en plus, tous les ans, je remets mes licences d'avion sur la table à plusieurs reprises, à 4 reprises. J'ai une visite médicale tous les ans. Donc, j'ai une aptitude physique et mentale. Ensuite, je remets ma licence en jeu. J'ai un contrôle en ligne tous les ans avec un contrôleur qui vient m'observer. Et ensuite, je remets ma licence sur la table. J'ai 2 sessions. J'ai une session tous les 6 mois de 2 jours. Donc, j'ai 2 séances de simulateur, jour 1, jour 2, tous les 6 mois. Et c'est une évaluation. C'est une évaluation à l'issue de quoi on me dit « Ok, c'est ok, tu continues à voler. Si c'est pas bon, eh ben, je suis arrêté de vol, je suis réentraîné et il y a un contrôle. Enfin, il y a tout un processus qui se met en place pour vérifier en fait que nos compétences sont en permanence ok. Voilà. Donc, il y a tout un cheminement intellectuel, un peu une révision permanente en permanence pendant toute la carrière. Ouais, c'est très protocolisé Ouais, comme métier ouais, déjà ouais, et ouais. comme structure. Pour toi, c'est un confort mental de savoir que tu as un autre métier. Ah, complètement, complètement. C'est-à-dire que le fait que j'ai ce backup dentaire, voilà, j'ai fait en côté dentaire, j'ai fait aussi mes maintiens des compétences. Le fait d'avoir un autre métier, oui, c'est sécurisant pour moi parce que, bah voilà, dans le contexte actuel, je pense que pouvoir maintenir des compétences sur 2 métiers, c'est important. C'est important. Et tu fais souvent des parallèles entre les deux métiers? Alors, je fais souvent des parallèles et puis j'ai amené ces parallèles à des praticiens. Là, en fait, pendant 4 ans, là, j'ai accompagné j'ai accompagné des cabinets parce que j'ai développé pendant 15 ans, j'ai développé des compétences en facteurs humains. Et j'ai fait en fait, j'ai fait un diplôme universitaire à Paris 5 sur le trauma et le stress. J'ai fait aussi un diplôme universitaire de psychopathologie dans le monde du travail, en psychologie cognitive et comportementale pendant 2 ans. J'ai fait une école de coaching à Paris et j'ai fait une école de méthode qui s'appelle l'ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Tout ça fait qu'en fait, j'ai créé une méthode pour accompagner les pilotes. Et cette méthode pour accompagner les pilotes, pour améliorer leur performance et s'occuper la gestion de leurs erreurs, bah, du coup, je l'ai proposé à des dentistes et à des cabinets. Donc, du coup, en fait, j'ai accompagné des cabinets pendant 4 ans et pour les aider à mettre en place des choses telles que… Alors, dans le désordre, après, on pourra parler un plus en détail. Dans le désordre, pour mettre en place la notion de culture de l'erreur, l'importance de mettre en place une culture de l'erreur, mais une culture dans le sens positif du terme et non pas en termes punitifs du terme. J'ai introduit la notion justement de ce qu'on appelle la culture juste, c'est-à-dire être juste et équitable. En anglais, just and fair, juste et équitable. Et être juste, et en fait, ça signifie en fait donner autant d'importance à la responsabilité du système, c'est-à-dire voilà, par exemple le cabinet dentaire, que la responsabilité de l'individu. C'est-à-dire qu'en fait, on s'occupe d'abord de comprendre pourquoi le cabinet a dysfonctionné sur une erreur ou un incident, avant de savoir pourquoi l'individu a dysfonctionné.
D'accord. Et ça, c'est être juste et être fair et être équitable. C'est sur une même problématique, on doit avoir le même type d'action. Voilà, autant sur le système que sur l'individu. Et donc, du coup, ça permet de mettre en place une culture positive de l'erreur. La première chose qu'on fait dans l'aéronautique, et donc c'est ce que je demande de faire au cabinet que j'ai accompagné, la première chose qu'on doit faire quand quelqu'un fait une erreur, c'est de le remercier. Donc, rien que ça, c'est une révolution, c'est-à-dire remercier quelqu'un qui fait une erreur, c'est hyper fédérateur parce que ça sous-entend que ça incite les remontées d'erreurs. Et la première chose qu'il faut faire pour améliorer, pour sécuriser une pratique dans un cabinet, c'est d'encourager la remontée des erreurs. Et en encourageant la remontée des erreurs, tout de suite, alors quand en fait au début, il y a une ou deux, je vois dans chaque cabinet, je l'ai bien vu, les 2-3 premières erreurs, entre guillemets, on les sort tout doucement, c'est dit à mi-mot. Et quand on respecte bien ce process de dire merci de faire remonter l'erreur, tout d'un coup, il y a une explosion d'erreurs qui n'était jamais remontée, qui remonte. Et donc, du coup, en fait, souvent, dans la mise en place d'une culture de l'erreur dans un cabinet, on traite des vieux dossiers d'abord, des vieux dossiers, c'est-à-dire des séries de vieilles erreurs qui étaient finalement au fond du truc et dont personne ne voulait parler. Et après, donc là, on est un peu réactif. Et après, on devient proactif. C'est-à-dire que quand on a traité tous les vieux dossiers, on devient proactif sur la gestion de l'erreur. Et là, ça devient hyper pertinent. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur des DU, tout ce qui touche aux sciences cognitives, comportementales tu sentais qu'il y avait un besoin déjà dans ton métier de pilote, tu t'en ressentais le besoin, ou c'est parce que c'est une soif d'apprendre et de comprendre le monde finalement? En fait, moi j'ai un événement personnel qui fait que j'ai eu à comprendre à titre personnel des événements familiaux compliqués, et donc je me suis intéressé à la psychologie et aux facteurs humains, et j'ai découvert à titre personnel que c'était tellement puissant et tellement génial que j'ai eu envie de me former là-dessus, et donc du coup j'ai eu envie d'en faire profiter les autres une fois que j'étais formé. Comme tu as pu faire ce parallèle qui est intéressant entre deux métiers qui sont à la fois très différents, mais très proches en termes d'organisation, en termes de responsabilité. C'est vrai que le pilote, il a vraiment une mission, c'est de conduire des personnes d'un point A à un point B en sécurité. Après aussi, qui prennent plaisir au voyage. Mais finalement, le dentiste, c'est un peu un voyage aussi qu'il propose à son patient. Ah, mais c'est totalement parallèle en fait. En fait, on ne s'aperçoit pas à quel point ces deux métiers se ressemblent. Si on regarde bien, ces deux métiers, alors outre le petit côté très rigolo, c'est que finalement, le fauteuil sur lequel le pilote est assis fait exactement le même bruit que le fauteuil du dentiste. C'est les mêmes moteurs pour monter, descendre et monter et baisser le dossier. Donc ça, c'est juste pour la petite anecdote. Sinon, après, c'est vraiment deux métiers basés sur du protocole. On peut l'appeler comme on veut, protocole, procédure, process. Voilà, c'est basé sur des protocoles extrêmement précis, cadrés. Ça, c'est la base des deux métiers. C'est des métiers sur lesquels il faut avoir une bonne connaissance théorique pour pouvoir exercer ces deux métiers convenablement. Mais néanmoins, ce n'est pas des métiers où il faut intellectualiser de façon outrancière les choses, parce que sinon, on ne fait pas forcément les bonnes options. Donc déjà, intellectuellement parlant, il y a un petit peu les mêmes approches. Et ensuite, dans les deux métiers, il y a des événements inattendus qui arrivent, autant dans les plans de traitement que dans l'organisation du cabinet, que dans la gestion de l'équipe. On a des événements assez inattendus, et donc les outils de communication, les outils de gestion de conflits, les outils de tout ce qui va autour du leadership sont assez communs. Et si on regarde bien, en fait, on peut assez bien comparer un équipage à une équipe dentaire, hein. On peut dire, si on prend, je ne sais pas, un cabinet qui a 2 associés, un collaborateur, 2 assistantes, on peut très vite retrouver les rôles un petit peu d'un équipage d'avion avec les pilotes, le chef de cabine, les hôtesses, les stewards. Enfin, on peut assez facilement retrouver une analogie dans les fonctions. Et donc, du coup, tous les outils en termes de tout ce qui est construction du leadership,
techniques de communication, tout ce qui tourne autour du conflit, tout ce qui tourne autour de l'organisation d'un briefing le matin, l'organisation de la journée, l'organisation du débriefing, c'est tout pareil, c'est hyper commun. Et pourtant, c'est souvent ce qu'on va un peu chanter dans notre journée. Ouais. Alors, ce qui m'a interpellée, c'est vrai que quand on prend l'avion, bon, nous, on attend l'embarquement, on monte dans l'avion, on s'installe et on décolle. Mais on voit pas tout le travail qu'il y a en amont. Et en cherchant un petit peu, donc j'ai vu tout ce travail donc du commandant de bord qui arrive et qui fait un débrief avec l'équipe. Ça dure presque 2 heures avant le vol, où en fait tout va être checké, la météo, quel carburant, tout est écrit, tout est et ça en fait ça fait partie du job. Euh, nous, ouais, la perception que j'ai du cabinet dentaire, alors évidemment, il y a des cabinets qui font exception et qui ont mis en place tout ça très bien, mais globalement, je pense que c'est pas le cas de la majeure partie des cabinets en France. Souvent, on arrive, on démarre direct, en fait, on prend le premier patient et on va complètement chanter cette étape. Pourquoi? Parce que cette étape, entre guillemets, n'apporte aucune rentabilité, quoi. Alors en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, on va refaire une petite chronologie de ce que fait un équipage et on va voir en fait qu'il y a certaines croyances et qu'en fait tout de suite, quand je vais te décrire ce que fait un équipage, tu vas te dire, mais en fait tout de suite, je peux mettre des choses en place dans le cabinet. En fait, la préparation du vol, elle commence 2 heures avant l'heure de décollage, enfin l'heure du moment où l'avion va reculer, l'heure de ce qu'on appelle l'heure du bloc. Donc là, en fait, le commandant de bord et le copilote et le chef de cabine vont séparément, dans leur coin, vont préparer leur vol, comme on le ferait, comme pourrait le faire un praticien qui a, avant l'arrivée du premier patient, réfléchi à 2-3 trucs, organise sa journée ou la veille. Enfin, c'est une phase de préparation, une phase intellectuelle que chacun fait dans son coin. Ça, c'est, voilà, on va dire, c'est pas chronométré, c'est une phase de maturation, une phase de réflexion. Ensuite, là où ça commence, où la dynamique commence, et elle est assez intéressante, c'est à H-30, il y a un briefing qui va être fait entre le copilote et le commandant de bord. Ce briefing, c'est un briefing assez technique, cette synthèse, elle va durer 10 minutes, un quart d'heure. C'est une synthèse, juste une synthèse. Ensuite, il y a le chef de cabine qui va venir. Si c'est sur du long courrier, il y a le chef de cabine principal et les 2 chefs de cabine. Et là, il y a un briefing entre le commandant de bord, le copilote et les 3 maîtrises de l'équipage de cabine. Ce briefing-là, il va durer entre 4 et 5 minutes. Entre 4 et 5 minutes. Et ensuite, les pilotes finissent de travailler, de préparer leur vol, décident du pétrole final. Le chef de cabine principal et les 2 chefs de cabine repartent faire leur briefing avec le reste de l'équipage. Et là, en fait, on fait un briefing commun, global. Et là, en gros, j'ai 100 secondes pour faire mon briefing. Voilà, j'ai 100 secondes. Et en fait, ce briefing de 100 secondes, rien que ce briefing de 100 secondes, il peut suffire dans un cabinet dentaire à préparer la journée. Si en amont, il y a eu une petite préparation intellectuelle de la part de chaque praticien sur sa journée, sur les particularités de sa journée, si la secrétaire et les assistantes, elles ont regardé de leur côté quelques minutes les particularités de la journée, un briefing commun avant de commencer une journée, c'est 100 secondes. Et donc, en fait, ça ne sert à rien de dire nous allons commencer à 8 heures, non. C'est aujourd'hui, après, on peut avoir une matrice pour ces 100 secondes, une matrice pour bien checker tout. Mais en fait, l'idée de ces 100 secondes, c'est quelles sont les particularités aujourd'hui. Et il peut très bien y avoir une journée aujourd'hui où non, il n'y a rien de particulier, briefing terminé. Alors qu'il peut y avoir, on a monsieur machin à 10 heures, attention, il y a cette particularité. Aujourd'hui, vous avez vu le coursier pour la prothèse, il y a une problématique. Enfin, voilà. C'est quoi les problématiques aujourd'hui? Et en fait, l'idée, c'est de faire ressortir les particularités de la journée pour préactiver tout le monde sur quelles vont être les particularités. Et donc, en fait, un briefing dans un cabinet, c'est 100 secondes. C'est pas 10 minutes, c'est pas prendre le petit café pour savoir comment les autres vont, c'est pas ça le but du briefing. Le but du briefing, encore une fois, c'est de réunir les gens pour créer une équipe pour une journée.
Et donc, leur faire penser, de les faire réfléchir en commun à c'est quoi, qu'est-ce qui va faire que ça peut être plus compliqué aujourd'hui et à quel moment. Voilà. Et donc, le vrai briefing où on est tous ensemble dans l'aéronautique, c'est ça, c'est 100 secondes. Et ces 100 secondes, l'objectif premier de ces 100 secondes, c'est de générer de la confiance. C'est que les gens se disent, OK, tous les gens que j'ai autour de moi aujourd'hui, j'ai envie de leur faire confiance parce qu'ils m'expliquent quelles sont leurs difficultés, je leur explique quelles sont mes difficultés. Et voilà. Et ça peut être aujourd'hui, écoutez, aujourd'hui, j'ai très mal dormi à cause d'un problème familial. Vous allez me surveiller aujourd'hui puisque je vais être un peu fatigué, je risque de faire des erreurs, je risque de faire peut-être des écarts dans mes protocoles. Surveillez-moi et n'hésitez pas à me le dire. Ça peut être ça, le briefing aussi. Ouais. Oui, ça veut dire déjà qu'il faut que tu sois honnête vis-à-vis de toi-même. Tout à fait, tout à fait. La première Honnête chose. intellectuel, plus. Ouais. Et donc il y a un effet de transparence puisque si et aussi peut-être aussi d'être en alerte par rapport aux autres, c'est-à-dire que tu observes un peu ton équipe et tu t'arrives à savoir s'il y a des choses qui vont pas bien, d'en discuter. Comment ça se passe? En fait, le moment du briefing, en fait, il y a certains praticiens qui ça leur fait peur le briefing parce qu'en fait, c'est un moment où en fait, pendant le briefing, tout le monde est au même niveau. Tout le monde a le même niveau d'expression. Tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire. Donc en fait, il y a un gradient d'autorité qui est absent pendant le briefing, puisque le principe du briefing, c'est que tout le monde puisse s'exprimer s'il a une particularité à dire. Et en fait, les gens confondent le fait de faire un briefing où il y a plus de gradient d'autorité. Et après, une fois que le briefing est terminé, tout le monde retrouve ses fonctions. Il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, les gens confondent briefing et perte d'autorité. Et donc, ils se disent, oh là là, le briefing, qu'est-ce qui va me tomber sur la figure? Non, en fait, c'est juste un moment de confiance mutuelle pour travailler ensemble. Au-delà de ça, l'autorité a perdu un peu, enfin, a pris un caractère un peu péjoratif ces dernières années, parce qu'on a parlé beaucoup d'horizontalité, tu vois, d'égalité, et en fait, je pense qu'on est en train de se rendre compte que c'est pas noir ou blanc, quoi. Et l'autorité, c'est pas imposer ses choix, c'est pas engueuler quelqu'un parce qu'il a mal fait. L'autorité, c'est juste prendre des responsabilités, les assumer et surtout montrer qu'on est là pour épauler les gens aussi. Je pense que le vrai mot adapté aujourd'hui, c'est le leader. Le leader, c'est celui qui fédère sans imposer. C'est-à-dire qu'il prend le temps de fédérer les gens, mais il n'impose pas. Et aujourd'hui, imposer, on sait très bien que ça ne marche pas. Aujourd'hui, on sait aussi que si on ne prend pas le temps de fédérer les autres, ça ne marche pas non plus. Donc, un vrai leader, et il y a vraiment un sujet important là-dessus, c'est pour bien avoir un bon leadership dans un cabinet, il faut prendre le temps de fédérer pour que les gens puissent adhérer, mais qu'ils adhèrent d'eux-mêmes. Et on voit bien justement, si on fait un parallèle. Alors après, tu me dis, parce que je peux partir à droite, à gauche, donc tu me recentres. Du coup, si on prend l'exemple d'une bonne procédure, elle doit être simple, elle doit avoir du sens, et les gens doivent y adhérer. Si elle n'est pas simple, quelle va être la première réaction des gens? C'est qu'ils vont faire des déviations, ils vont violer la procédure, ils ne vont pas la respecter. Si elle n'a pas de sens, si ils ne la comprennent pas, ils vont la faire de travers. Et s'ils n'y adhèrent pas, au bout d'un moment, ils vont l'abandonner. C'est marrant parce que ce que tu dis, moi je l'entends effectivement comme dans le sens où tu le dis, c'est-à-dire pour l'équipe du cabinet, mais c'est très valable aussi pour le plan de traitement et pour le patient. Ah mais complètement. Le patient, c'est complètement ça. S'il n'a pas compris ce qu'on lui fait, s'il n'y adhère pas, et si c'est pas suffisamment simple dans l'explication, on perd. Mais si tu regardes bien, c'est valable en général dans la vie. Ouais. Si on explique à quelqu'un, si c'est pas simple, s'il n'adhère pas et si ça n'a pas du sens, il en veut pas. Mais voilà, sauf que quand on formalise ces 3 critères, à chaque fois, en fait, l'idée, moi je dis toujours dans un cabinet, à chaque fois que vous voulez mettre en place un protocole, posez-vous la question de savoir si tout le monde l'a bien compris en termes de simplicité. Est-ce que ça a du sens pour les gens? C'est-à-dire que, par exemple, si vous leur imposez une nouvelle organisation, je ne sais pas, d'un accueil de patients, et si pour les gens, ça n'a pas de sens, ça ne marche pas. Et ensuite, si les gens n'y adhèrent pas, les gens ne le feront pas.
Et je dis toujours, il y a les personnes qui vont le mieux proposer le bon protocole au bon endroit, c'est l'opérateur de proximité. C'est-à-dire que s'il y a un problème d'accueil du patient, ça va être la secrétaire qui va trouver le meilleur protocole. C'est pas le praticien, c'est la secrétaire qui dit qu'il y a un problème. C'est elle qui va trouver la meilleure solution. Et donc, si on l'investit, si on lui propose de se responsabiliser sur un nouveau protocole, je peux te dire qu'après, les praticiens, ils ont intérêt à y adhérer parce qu'en fait, c'est son protocole, elle l'a mis en place et donc pour elle, elle se sent responsable. Et donc, à partir du moment dans un cabinet où chacun a la responsabilité de la mise en place d'un protocole, c'est hyper fédérant, quoi. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là où, en fait, le leadership, prendre le temps de fédérer les gens, c'est aussi ça, c'est leur donner de la responsabilité. Quel profil de cabinet ont fait appel à toi? Est-ce que tu as retrouvé des éléments communs, en fait, qui pourraient finalement venir aussi de notre formation initiale? Alors, en fait, ce qu'on retrouve, en fait, c'est que dans la formation initiale, en fait, quand on devient dentiste, on est des bons techniciens, on est des bons cliniciens, et à aucun moment, on nous explique ce que c'est qu'être leader. À aucun moment, on nous explique ce que sont les bonnes attitudes, les bons comportements et les bonnes façons de faire en termes de communication. À aucun moment, on nous donne des techniques de gestion de conflits. Donc, à partir de là, en fait, les cabinets qui ont fait appel à moi, c'est souvent des cabinets qui ont un turnover trop élevé de secrétaires, de collaborateurs. Ils n'arrivent pas à stabiliser en termes humains leur équipe. Ça peut être aussi des gens qui se perdent dans une organisation trop complexe. C'est des gens, en fait, on a des praticiens très exigeants. Ils veulent faire des super traitements, ils veulent faire de la très grande qualité. Et ben, en fait, ils se perdent dans la complexité de ce qu'ils veulent faire. Donc, en fait, on est là un peu pour essayer de proposer des solutions. Donc, en fait, c'est un petit peu, en fait, on vient souvent pour les raisons, pour les travers de manque de formation de la formation initiale d'un dentiste. Voilà, qui reste principalement un bon technicien et un bon clinicien. Et en fait, du coup, le praticien va dépenser beaucoup de temps non fauteuil. Donc, finalement, le praticien, en plus, sa plus-value, c'est d'être au fauteuil et de faire des actes de forte plus-value. C'est pas de perdre son temps à gérer des conflits, etc. Donc, du coup, en plus, on lui fait, en lui donnant des bonnes techniques, en réorganisant son cabinet, en acceptant le fait qu'il accepte de déléguer, on lui fait gagner du temps fauteuil. Et donc, du coup, en plus, paradoxalement, on améliore son chiffre d'affaires, alors qu'initialement, ce n'est pas le but. Mais on constate toujours qu'il y a une amélioration du chiffre d'affaires, une amélioration de la productivité, parce que finalement, il se retrouve plus concentré sur ses actes à forte plus-value, et donc, du coup, ça marche mieux. Pourquoi voilà. cette difficulté à déléguer autant dans notre profession? Alors, en fait, par rapport au monde aérien, dans le monde aérien, chacun a, entre un commandant de bord, un copilote, un chef de cabine, une hôtesse, chacun a des niveaux de responsabilité différents et a des diplômes différents. Un équipage monte dans le même avion et met sa vie en jeu, entre guillemets, pour une journée, pour 3 jours, pour 4 jours. Et donc, en fait, on met à plat, à un moment donné, toute cette notion de diplôme, toute cette notion de responsabilité est mise à plat puisqu'on est dans le même bateau. Et c'est la petite différence avec un cabinet, c'est qu'en fait, notre vie on est rarement mise en jeu dans un cabinet dentaire. Et ce côté niveau d'études, ce côté responsabilité, ce côté salaire, hein, je préfère, c'est la réalité, hein, c'est toutes ces différences stigmatisent toujours un peu, créent plus de difficultés pour créer du collaboratif et créer une symbiose dans l'équipe. Ouais. Peut-être un manque de vision, alors de vision et d'objectifs à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des praticiens qui ont peur de déléguer parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle du cabinet. En déléguant, ils ont peur de perdre le contrôle du cabinet, alors qu'en fait, par expérience, on voit que déléguer, encore une fois, un délégué, c'est contrôler à espace de temps régulier. Quand on délègue, on donne une tâche, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne contrôle pas. Et en fait, au début, quand on délègue, je dis toujours aux praticiens, quand tu délègues au début, c'est normal, tu vas contrôler régulièrement
ce que tu délègues, et au fur et à mesure, la confiance va monter et ton espace de contrôle va s'espacer. Et la délégation va devenir de plus en plus autonome. Et à partir du moment où je lui explique qu'il y a cette histoire de contrôle régulier et qu'il faut expliquer ça à son équipe, que déléguer, c'est contrôler régulièrement de façon de plus en plus espacée, ils comprennent que la délégation, ce n'est pas perdre l'autorité. C'est pas du tout le sujet. Et que bien au contraire, quand on fait une vraie délégation, alors si on délègue pour ensuite en permanence épier notre collaborateur ou notre assistante pour l'épier sur le fait qu'il y a eu une erreur, la délégation, elle ne marche pas. Délégation veut dire aussi accepter qu'il y ait eu des déviations, accepter qu'il y ait des erreurs et les gérer en équipe. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de cette, entre guillemets, culture de l'erreur, puisque on fait par définition un métier à la fois technique, mais aussi de santé, où on se met nous-mêmes une pression de résultats très très élevée. Et l'échec fait pas partie des options. Ouais. Alors que, par définition, quand tu restaures une bouche, quand tu répares, c'est différent quand tu fais de la prévention, quand tu fais de la prévention et que tu conserves. Mais quand tu es déjà dans une bouche qui a subi pas mal de traumatismes et que tu répares, par définition, tu sais très bien que ça sera pas complètement pérenne. Enfin, je veux dire, c'est mécanique, oui, quoi. Oui. Et en fait, ne pas s'autoriser cet échec, c'est vain et c'est une source souvent d'épuisement parce que tu te bats contre quelque chose qui est impossible. Et je sais pas dans quelle mesure c'est nous qui nous créons ça ou si c'est quelque chose qui est implicite dans notre formation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la notion, toujours en permanence, il y a toujours la notion d'excellence. Notre culture française nous introduit toujours cette notion d'excellence. Après, la réalité, c'est que l'erreur fait partie du fonctionnement de l'humain. Fait partie du fonctionnement. Et donc, paradoxalement, si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend rien. Et les erreurs nous apprennent quelque chose. Et je pense que le praticien qui est moins anxieux, c'est le praticien qui considère qu'il y aura des aléas, qu'il acceptera ces aléas et qui mettra des choses en place. Ça, c'est le côté aléa. Et c'est le praticien qui se dira à la fin d'un plan de traitement, est-ce que je pense que j'ai mis en œuvre tout ce qui était de ma compétence, est-ce que j'ai pu mettre en œuvre tout ce que je pouvais proposer je suis pas dans l'excellence du résultat, je suis dans l'excellence des moyens proposés. Et je pense que le praticien qui travaille dans l'excellence des moyens proposés vivra sa pratique de façon moins anxieuse. Le résultat sera aussi bien que possible, mais lui s'attachera plus à l'excellence des moyens mis en œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et qu'en fait, est-ce que j'ai tout mis en œuvre? Oui. Néanmoins, si à la fin, c'est pas aussi bien que ce qu'il voulait en termes de résultat final, si l'ensemble des moyens mis en œuvre sont à la hauteur de ce qu'il voulait, je pense que psychologiquement, il est OK, il est en phase avec lui-même. Alors que la personne qui va faire focus, non pas sur le chemin pour y aller, donc les moyens, mais si le praticien ne fait qu'un focus sur la finalité, en fait, ça devient tout de suite très compliqué et très anxiogène. Tu as vu, toi, une évolution, on va dire, ces dernières années par rapport à l'évolution des réseaux sociaux, de la formation, beaucoup de formation technique, toujours, je trouve. Toujours plus. Toujours plus. Et donc l'effet de comparaison, l'effet qu'on avait peut-être moins avant et qui a apporté beaucoup de positifs aussi parce qu'effectivement on était très isolés dans nos cabinets et on n'avait pas accès à autant d'échanges, mais on a l'effet un petit peu pervers. Et toi qui as un regard un peu plus de côté, est-ce que t'as senti cette dérive un peu et cette accélération des choses qui ont peut-être procuré pas mal apporté un peu plus de stress?
Alors, ce qui est sûr, alors d'abord, je vais parler des pilotes parce qu'en fait, du coup, c'est intéressant puisque les pilotes, on a un peu plus d'ancienneté en termes de facteurs humains. C'est sûr qu'aujourd'hui, ma génération de pilotes et encore plus la génération des pilotes qui sont un peu plus jeunes que moi, faire des erreurs, euh, faire des erreurs et gérer nos erreurs et apprendre de nos erreurs, c'est juste notre culture. C'est une vraie culture. Et à chaque fois que je fais une erreur, on fait toujours un débriefing. On pourra parler de débriefing. On fait toujours des débriefings. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a appris de nos erreurs? Et on est pour ça, on est une vraie communauté et on partage entre nous toutes nos erreurs et on se construit de nos erreurs. Ce qui est sûr, c'est que y a un petit décalage avec les chirurgiens dentistes par rapport à ça, qui ont quand même du mal à partager leurs erreurs de pratique, hein, parce qu'il y a cette responsabilité, il y a le fait de pas vouloir montrer nos erreurs. On voit il commence à y avoir des formations où il y a une forme d'honnêteté qui se met en place avec des praticiens qui montrent bah, ça, je l'ai bien fait, bah, là, j'ai pas fait un truc super, et pourquoi j'ai pas fait un truc super. Donc, on commence à avoir des choses qui arrivent, qui sont intéressantes en termes d'honnêteté intellectuelle. Maintenant, c'est vrai que les groupes je vois, il y a certains praticiens sont assez jeunes, qui ont 30-35 ans, qui des fois se regroupent par petits groupes, par petits réseaux, et qui en fait partagent leurs pratiques. Et je vois bien que ça leur apporte beaucoup en termes d'apprentissage et en termes juste d'anxiété, c'est-à-dire tout simplement le fait de se dire, ok, mon pote, ma copine, elle a aussi des galères sur le même sujet. Et puis finalement, j'ai mis en œuvre les moyens qu'il fallait. Le contexte était compliqué, j'ai fait au mieux, mais qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je ferai de mieux la prochaine fois? En fait, c'est qu'est-ce que je ferai de mieux la prochaine fois et qu'est-ce que je ferai de différent? Je ne sais pas si ça répond à ta Oui, oui. question. Oui, ça répond à ma question, effectivement. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les choses se sont beaucoup accélérées ces dernières années. Voilà, qu'il y a une espèce de frénésie à la formation, à l'apprentissage, qui fait qu'il y a un moment donné, il faut aussi prendre le temps de digérer, d'assimiler, de mettre en place et de ralentir la cadence, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que si tu regardes tous les mails qu'on reçoit sur les formations, entre les articles à lire, les webinaires qui vont traiter de problèmes spécifiques, les formations, les soirées thématiques, les journées de formation, les colloques ou des formations, c'est vrai que le praticien qui a un petit peu une personnalité perfectionniste, qui a une personnalité un peu rigoureuse, il peut vite tourner en cacahuète, hein, vulgairement, parce que la masse la masse de connaissances à avoir sur tous les îlots de connaissances, elle est juste impossible. C'est impossible d'acquérir parce qu'aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup en îlots de compétences. Si par exemple, on regarde le niveau de compétences à avoir pour faire des facettes vestibulaires, des pellicules vestibulaires céramiques, si on veut vraiment aller au bout du protocole, c'est quand même super complexe. Enfin voilà, si je prends cet exemple par exemple, la personne qui veut s'investir dans des gouttières de traitement plus haut, genre du type Invisalign, pareil, s'il veut aller au bout du protocole, c'est quand même un investissement. Après, on reçoit tous les nouveaux protocoles, par exemple, prise en charge de la douleur en chirurgie orale, nouveaux protocoles. À chaque fois, on a des pop-up qui nous disent nouveau protocole, nouveau protocole, nouveau protocole. Et c'est vrai qu'à un moment donné, faut retourner sur le cœur du métier et se poser. Et nous, en aviation, on dit toujours fly, nav, com, c'est-à-dire vol, navigue et communique. C'est-à-dire, OK, là, il se passe plein de choses autour de moi, il y a plein de choses qui sont en train de se passer et je retourne à l'essentiel. L'idée, c'est que je vole, que je sache où je vais et que je communique avec les autres. Et ça veut dire aussi qu'il faut savoir arbitrer, quoi. C'est-à-dire faire des choix et arbitrer et être aligné avec ses choix. Et de toute façon, on n'aura jamais le temps de se former dans tous les domaines. Et tu vois, c'est vrai que on sent quand même qu'il y a
une spécialisation qui se met de plus en plus en place, parce que quand on se concentre sur un domaine, c'est un petit peu plus facile justement de sentir qu'on maîtrise le domaine. L'omnipratique reste pourtant une discipline ultra importante, et surtout en termes de plan de traitement global et de vision globale de la bouche. Mais en même temps, quelqu'un qui veut faire de l'omnipratique et qui veut faire des beaux cas, comme tu le disais au début, je pense que c'est vraiment compliqué quoi aujourd'hui. Ah, ça peut être ça peut être la personne qui a un niveau d'exigence et une exigence personnelle élevée. Faire de l'omnipratique de qualité, c'est un puissant fond en termes de connaissances et d'acquisition de techniques. Et d'autant plus si tu es dans une région comme le sont beaucoup en désert médical, et où tu penses qu'il va falloir que tu répondes à toute la demande, et où tu as du mal à... Ah oui, c'est sûr qu'il y a des options. Là, il y a des options qui doivent être faites de façon claire et nette. Voilà. Et après, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de travailler sur des petits réseaux de praticiens, mais encore une fois, sur du vrai réseau confraternel. C'est-à-dire que c'est vraiment se créer un petit groupe de praticiens proches qui sont complémentaires. Et non pas, je t'envoie chez un praticien que je connais pas, mais il y a vraiment, quitte à faire, par exemple, je sais pas si je prends un praticien qui a une omnipratique et qui veut déléguer pour un traitement implantaire, qui est une consultation en FaceTime avec le futur implantologiste, que le patient sente bien qu'il y a une cohérence dans ce qui se fait. De la même manière, pour quelqu'un qui va faire de l'orthodontie d'adulte, qu'il y ait une cohérence dans ce qui se passe avec l'ortho. Pareil pour la paro, voilà, et qu'il y ait quelque chose qui s'organise comme ça. Je pense que juste faire des petites pratiques comme ça, de faire un FaceTime, de faire un Zoom ou quoi que ce soit, à 3 patients avec les 2 praticiens pour donner du sens à ce qui se fait, permet aussi au praticien qui est pluridisciplinaire de dire à son patient, vous voyez, en fait, c'est pas moi qui le fais en direct, c'est quelqu'un, vous avez vu, on est de confiance et ça va super bien se passer. Et donc, du coup, nous, ça permet aux praticiens pluridisciplinaires d'être en cohérence avec la qualité de son service, avec des gens de confiance. Et il y a des petites pratiques comme ça qui, je pense qu'il faudrait et les praticiens ne le font pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils prescrivent, ils disent, vous allez aller voir un tel. OK, et le patient, en fait, il y a une espèce de gap entre sa sortie du cabinet d'omnipratique et son entrée dans le cabinet d'implanto ou de paro ou d'ortho, je ne sais pas quoi, ou même pour faire des facettes céramiques. Et en fait, il y a une espèce de gap. Je pense que si on faisait plus de liens entre le pluridisciplinaire et des gens qui sont plus dans la spécialité, on créerait plus cette notion d'unité de traitement pour le patient. Et donc, pour l'omnipraticien, ça serait moins anxiogène, ça serait plus je suis OK avec ma pratique, quoi. Et je pense que l'objection principale à ça, c'est le facteur temps. C'est de se dire, je suis d'accord. Ouais, mais c'est pas. On en revient toujours au même. On est dans une pratique privée, libérale, avec des charges de plus en plus importantes. On a aussi envie Aujourd'hui, je pense que de plus en plus, les générations qui arrivent, on a un petit peu une inversion des priorités, c'est-à-dire qu'on sent bien que et c'est super, les jeunes dentistes qui arrivent vont plutôt organiser leur travail autour de leur vie que l'inverse. Bon, nous on a été éduqués avec la valeur du travail dans la souffrance, et que si tu termines pas ta journée complètement rincé sur les genoux, c'est que t'as pas assez travaillé. Les choses sont en train de beaucoup changer. Donc, si tu veux avoir une semaine à la fois fluide, c'est-à-dire où tu as du temps pour toi, bon, ça c'est quelque chose dont tu vas me parler aussi, parce que pour vous c'est quelque chose qui est, en tant que pilote, qui est complètement indispensable, c'est-à-dire que vous devez être au top de votre forme physique et mentale, et donc dans votre culture c'est super important aussi. Le dentiste un peu, mais peut-être pas autant. Donc on va dire une semaine type de 5 jours. Si on veut avoir du temps pour soi, du temps pour se former, du temps pour la structure cabinet, on va dire l'organisation du cabinet,
et ensuite du temps pour travailler, souvent ce qui est mis en premier, c'est le temps de travail, parce que c'est ça qui va nous permettre de gagner notre vie. C'est pas tout le reste. Alors en fait, ouais, on rebondit par rapport au temps passé sur un FaceTime avec un praticien. Et moi, je rebondis sur quand j'accompagne un cabinet, je me mets toujours en immersion une journée. Je me mets en immersion, je me mets dans un petit coin du cabinet et j'observe et je chronomètre. Et j'ai un chrono et j'observe et je chronomètre. Et après, on fait un point sur ce qui s'est passé factuellement. Et le praticien découvre à quel point il délègue pas assez, à quel point il perd du temps, à quel point il y a des interruptions de tâches. Les interruptions de tâches, il n'y a rien de plus fatigant. Si c'est hyper chronophage, il croit qu'il perd 10 minutes, mais il ne perd pas 10 minutes dans la journée. Des fois, il perd, je sais pas, il peut perdre 1h30 si on cumule toutes les interruptions de tâches dues à du dysfonctionnement. En fait, il peut retrouver très, très vite du temps libre pour avoir de la plus-value dans sa pratique professionnelle, du type, on parlait tout à l'heure d'un FaceTime avec un implanto, j'en sais rien, ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Il peut avoir du temps pour lui, il peut avoir du temps pour finir plus tôt, voilà. Et en fait, le praticien croit toujours, parce qu'il est en surcharge de travail, croit toujours qu'il est à fond. Et quand on décortique de l'extérieur son temps réel, son temps réel au fauteuil, il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de temps perdu tout autour. Et que finalement, il pourrait très très bien diminuer son temps de travail alors que son temps fauteuil resterait le même. Donc, il pourrait diminuer son temps au cabinet en gardant un temps fauteuil pareil. Ou alors, il pourrait augmenter son temps fauteuil sans augmenter son temps de travail. Mmh. Donc, il y a un gros gain à faire là-dessus. À mon avis, il y a un gain à faire là-dessus. Et ensuite, là où je te rejoins, c'est qu'en fait, les exigences de la génération des praticiens qui arrivent aujourd'hui, je pense que elle a du sens, c'est-à-dire que leur valeur de vie autour de la famille, autour des enfants, autour du réseau social sont importantes. La valeur travail n'est pas forcément la première, contrairement à la génération dont je fais partie, c'était la valeur travail. Si c'est pas difficile, c'est pas bien. Et donc du coup, il y a toujours un travail que je fais avec les cabinets, c'est de travailler sur les valeurs. Quelles sont nos valeurs? On commence toujours par, voilà. En fait, pour mettre en place des choses intéressantes dans un cabinet, c'est toujours la règle des 3 P. J'ai rien inventé. La première, le premier P, c'est philosophie. Ensuite, c'est politique. Ensuite, c'est procédure. Les gens viennent souvent me dire, tiens, machin, viens au cabinet parce que j'ai des problèmes avec mes procédures. Et je dis, ok, procédure, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Ta politique de cabinet, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta philosophie d'exercice. Et donc, on commence toujours par travailler sur les valeurs. Quelles sont les valeurs qui font qu'aujourd'hui, tu es praticien? Quelles sont les valeurs qui t'amènent aujourd'hui à pratiquer? Quelles sont tes valeurs globales dans ta vie? Ça, c'est ses valeurs à lui, au praticien, celui qui est demandeur. Et ensuite, je dis, écoute, ce qu'on pourra peut-être faire, c'est faire un petit travail collectif en équipe, on va prendre un petit peu de temps, pour déterminer les valeurs du cabinet. Et ces valeurs du cabinet, en général, elles terminent affichées en grand, voilà, bien fait. C'est pas fait juste avec un bout de papier au feutre, c'est fait sur un beau cadre, un truc bien, un peu solennel. C'est quoi les valeurs communes du cabinet? Et donc, du coup, le praticien, souvent, repart avec une vision un peu différente parce qu'il a décidé peut-être de réorganiser la priorité de ses valeurs. Et du coup, son exercice, donc du coup, en dessous, là, c'était la philosophie, en dessous, tu as la politique du cabinet. Donc, du coup, l'organisation globale de son cabinet va évoluer. Et donc, du coup, les process qu'il met en bas, tout en bas, là, c'est à la fin, ces process vont aussi évoluer. Oui. Et en fait, les valeurs, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que c'est pas seulement des mots qu'on choisit parce que c'est des mots qui sont à la mode, ou il faut que ça soit quelque chose qui soit applicable. C'est-à-dire que si on dit que la valeur c'est l'honnêteté, mais que on peut pas l'appliquer à chaque décision qu'on prend, il faut peut-être en changer et utiliser une autre valeur. Alors, c'est pas la peine d'en avoir 10 des valeurs, mais voilà, 3-4 valeurs suffisent. Mais en fait, à chaque événement, on va pouvoir s'en servir un petit peu de repère et que l'ensemble du cabinet puisse y faire référence
Et quand on prend une décision, de voir si c'est une décision qui correspond à une des 3 Complètement. valeurs. Complètement. En fait, les valeurs, vraiment, de toute façon, globalement, dans la vie en général, les gens oublient qu'ils ont des valeurs. Et en fait, les valeurs, c'est vraiment ce qui nous porte individuellement et c'est ce qui va porter le cabinet. Donc, c'est les piliers. Les valeurs, ce sont des piliers. Et bien choisir ses valeurs, c'est essentiel. S'apercevoir, comme tu le dis, qu'une valeur finalement est inapplicable, ça ne sert à rien de dire que c'est une valeur si on n'arrive pas à l'appliquer. Ou alors, ça veut dire qu'il faut complètement changer le regard d'une partie du fonctionnement du cabinet pour l'appliquer. Mais les valeurs, c'est vraiment cette philosophie d'exercice qui est essentielle. Ouais. Donc finalement, c'est un travail d'introspection et de recul que tu fais faire. En fait, faut toujours reprendre les choses dans ce sens-là. S'intéresser à des protocoles qui dysfonctionnent, du fait qu'il y a un dysfonctionnement dans le temps. Au début, c'est surtout pas ça. Il faut pas faire focus là-dessus. Il faut faire un focus sur le pourquoi tout le monde est là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce cabinet existe en termes de valeur? Et on commence toujours par ce moment d'introspection, comme tu le dis, auprès des praticiens, mais c'est auprès de tout le monde. Hein. C'est-à-dire que moi, je reçois tout le monde, chaque membre de l'équipe. Il y a une confidentialité dans tous les entretiens. Je reçois tous les gens de l'équipe pour que, et en fait, j'envoie un petit, chacun a une liste de valeurs. On détermine des valeurs, c'est très large, et chacun va cocher les valeurs. Qu'est-ce que représente pour eux le cabinet en termes de valeurs? Ça, c'est eux. Ensuite, je leur demande à chacun quelles sont leurs valeurs individuelles. Et ensuite, à la suite de tout ça, en fait, collectivement, mais par contre, ça a été fait initialement de façon individuelle et confidentielle, collectivement, on fait une session où on détermine tous collectivement quelles seront les valeurs du cabinet. Voilà. Et c'est collectif. Et encore une fois, c'est collectif, ça a du sens, parce qu'en fait, si les gens décident, les gens ont décidé, on les ont choisis individuellement, et ensuite, ça veut dire que là où on va choisir collectivement, ce n'est que le paquet des valeurs qui ont été choisies individuellement. Donc, ça veut dire que les personnes vont retrouver forcément une ou deux de leurs valeurs dans les valeurs dans lesquelles on va taper. Ouais. Et en fait, on repart de ça, et donc du coup, après, on part sur un type de management qui va peut-être être différent selon les valeurs. On peut avoir un management par exemple, je peux prendre un cabinet, j'avais l'exemple d'un cabinet, le management, c'était dans le laisser-faire. C'est-à-dire que finalement, paradoxalement, les assistantes, les collaborateurs cherchaient de la part du leader, du praticien leader, cherchaient plus de structure, plus de cadre. Et lui, en fait, il était à la cool parce que c'est plutôt un gars bienveillant, c'est plutôt un gars qui est rond, qui n'aime pas les conflits. Du coup, à force de ne pas aimer les conflits, et finalement, il était dans le laisser-faire. Et donc, finalement, le retour qu'avaient les gens de l'équipe, c'était en fait, ils s'en foutent de nous. Et en fait, quand je lui ai donné cette vision aux praticiens, de dire, mais en fait, ton équipe pense que tu t'en fous d'eux. Le paradoxe, c'est qu'en fait, ce que les gens attendent, ce que l'équipe attendait de la part du praticien, finalement, c'était plus de cadre, quelque chose de plus structuré. Et donc, en fait, c'est pas toujours. On croit toujours que réorganiser un cabinet, c'est donner plus de collaboratif. Tu sais, les mots un peu à la mode, être collaboratif. Non, c'est pas forcément ça. Hein. Ça peut être aussi, contrairement à ce qu'on croit, c'est plus de cadre, plus de directives, plus d'ordre. Voilà. Ça dépend du profil des gens. Ça dépend du profil des gens. Et je fais faire souvent aux praticiens et aux praticiens, et s'il y a une coordinatrice, aux gens qui sont un peu plus de lead dans l'équipe, je leur ferai souvent faire le test des drivers. Tu vois ce que c'est, les drivers? Tu sais, en fait, les drivers, tu sais, il y a un petit test, je te le passerai, c'est très court. En gros, c'est les drivers reprennent un peu la notion de valeur de façon un peu plus synthétique et simple. En fait, il y a fait plaisir, fait des efforts, soit parfait, enfin, il y en a 5. Et en gros, selon nos drivers, en fait, ça crée des choses positives. Il y a aussi des revers négatifs sur nos drivers. Par exemple, si j'ai un praticien dont le driver principal, c'est fait plaisir, ça veut dire qu'il va faire passer tous les besoins de son équipe avant les siens. Et celui qui finalement va être le plus fatigué, qui va partir en dernier et qui finalement va finir de ranger le cabinet alors que ce n'est pas son job, ça sera le praticien fait plaisir. Et le praticien, si le praticien il a comme driver fait des efforts, si la journée elle n'est pas dure, si on n'a pas rajouté des urgences
entre deux rendez-vous, si on n'a pas accepté Madame Machin à 19h et si on n'a pas débordé à midi, la journée, elle est ratée parce que son driver s'est fait des efforts. Si le driver, juste pour finir, si le driver, par exemple, soit parfait, c'est le praticien qui, dès qu'il y a une erreur, va péter un plomb parce que c'est pas comme il fallait, parce que c'était pas comme on avait décidé, etc. Et donc, le fait que le praticien prenne conscience de l'effet négatif de son driver permet aussi une introspection et permet de travailler sur cette philosophie d'exercice. Comment on fait pour que ça tienne dans le temps, en fait, ces changements? Parce que souvent, tu vois, on constate que quand on attaque un coaching ou une formation, on est hyper motivé au départ, parce que si on fait appel à quelqu'un, c'est pour s'améliorer et pour changer. Mais derrière, il y a souvent quand même pas mal de résistance au changement, mais qui sont propres à l'humain, hein, qui sont générales. Alors, où en fait, on va petit à petit redériver sur justement des choses qui sont très ancrées en nous, comme justement ces drivers dont tu parles. Quelqu'un qui est perfectionniste, c'est compliqué de le faire changer. Il y a beaucoup de dentistes perfectionnistes. Parce que c'est un peu le profil. En fait, faut pas confondre. Faut surtout pas confondre au début d'un accompagnement. Moi, ça m'est arrivé de mal partir. Donc, j'en parle en connaissance de cause. Encore une fois, même en coaching, on fait des erreurs. C'est qu'en fait, ce qui est important, c'est celui qui commande le coaching. Celui qui commande le coaching, est-ce qu'il le commande déjà à titre individuel ou est-ce que vraiment il y a une demande de la part de l'équipe? Déjà, ça, c'est hyper important parce que finalement, si c'est le praticien qui en demande à titre individuel, on peut faire un coaching individuel et l'équipe n'est même pas au courant qu'il y a un coaching individuel en cours et il n'y a pas de sujet. Si par contre, si le praticien dit qu'il y a une vraie demande de l'équipe, il va falloir juste d'abord s'assurer d'abord que la réalité de la demande de l'équipe, elle est réelle. Et que c'est pas une intention du praticien qui aimerait que l'équipe soit demandeuse. Ça se trouve, l'équipe n'est pas du tout demandeuse. Et donc, commencer un coaching d'équipe avec une équipe qui subit le coaching, ça marche tant que le coach est là, parce que finalement, il est là donc on fait parce qu'il est là. Et dès que le coach s'en va, ça retombe comme un soufflet de fromage. Parce que finalement, on s'est trompé initialement. Et c'est que le praticien, finalement, s'est trompé dans l'intention de son équipe. Et on peut avoir aussi, ça m'est arrivé une fois, c'est-à-dire qu'en fait, l'équipe est très demandeuse. À un moment donné, pour qu'il y ait ce changement de culture, il faut que le praticien qui est dans le coaching d'équipe ait un coaching individuel pour changer sa pratique. Et là, en fait, le praticien n'est pas mûr pour avoir ce changement à titre individuel. Et donc, du coup, le coaching d'équipe s'arrête, puisque finalement, le virage ne peut pas se faire à titre individuel pour un des praticiens. Et donc, du coup, on peut pas. Donc, du coup, ça s'arrête temporairement le temps que. Parce que sinon, en effet, comme tu viens de le dire, sinon, en fait, tant que le coach est là, il y a du changement et dès qu'il s'en va, ça s'arrête. Oui, parce que on est tellement aussi dans des routines pour faire en sorte que le cabinet fonctionne. On en revient toujours au même, hein, mais en fait, on a mis en place des choses, même si elles fonctionnaient mal. Bon an mal an, le chiffre d'affaires se fait quand même. Et c'est vrai que cet inconfort, ce moment d'inconfort au début de changement, le temps que les résultats arrivent, souvent c'est pas immédiat. Et c'est vrai que c'est donc c'est c'est quoi, c'est des petits exercices, tu vois, des petits changements. Alors tout à fait. Alors en fait, il y a deux choses qui me paraissent importantes. Déjà, c'est que culturellement, l'idée, c'est, moi j'aime bien parler de la méthode de Kaizen. Méthode de Kaizen, c'est la méthode qui a transformé, je ne sais plus quel industriel automobile. En fait, c'est la méthode du petit pas. Vaut mieux faire un seul petit pas ou deux petits pas, mais qui vont avoir du sens et qui vont rester, que de vouloir être trop ambitieux et finalement que ça retombe comme un soufflet de fromage. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'aime toujours focaliser, j'aime bien que les gens se focalisent. C'est un modèle d'analyse de psycho. En fait, on se concentre sur les conséquences. On ne se concentre pas sur le protocole, on se concentre ou sur le conflit ou sur la situation qui est dysfonctionnelle. On se concentre sur les conséquences à court et à moyen terme.
Et ensuite, on se pose toujours 2 questions. C'est est-ce que les conséquences qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de subir au cabinet, est-ce que c'est ce qu'on voulait au départ? Bon, après, en général, la réponse est non. Et la deuxième réponse qui est hyper importante, c'est est-ce que finalement, les conséquences qu'on est en train de subir, de vivre, je prends un exemple, par exemple, on pourrait y avoir une plainte, finalement, le cabinet, on ne respecte pas les horaires, et puis on dit toujours qu'on finit à 18h, mais les assistantes gueulent parce que finalement, le cabinet ferme à 18h45, et puis voilà, donc les conséquences, c'est irritation des assistantes, irritation des praticiens parce qu'on leur a rajouté 2 urgences qu'il ne fallait pas rajouter. Les conséquences, c'est que la masse salariale augmente parce que du coup, les assistantes, il faut les payer plus cher, il faut les payer 1 heure de plus. Et puis du coup, les patients ont pris l'habitude que finalement, le cabinet soit encore ouvert à 18h30, donc finalement, ils arrivent au cabinet à 18h30. Voilà. OK, toutes ces conséquences qu'on vient de décrire ensemble, collectivement, si on partageait ça, est-ce qu'on sait ce qu'on voulait au début? Non. Et la deuxième question qui est plus insidieuse et sur lequel il faut réfléchir, est-ce qu'on est prêt à continuer à payer le prix des conséquences qu'on vient de décrire? Et des fois, c'est ouais, franchement, ouais, c'est pas terrible, mais pour l'instant, c'est OK comme ça. Et à partir du moment où on dit c'est OK comme ça sert à rien de dire ouais, on va faire différent, on va faire un autre protocole, parce que de toute façon, l'ensemble, le collectif, est encore à l'aise avec les conséquences qui sont en train de se jouer. Et ce qui peut se passer, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler sur les conséquences, c'est que, imaginons qu'on reprenne ce dysfonctionnement du dépassement horaire en fin de journée, on peut avoir, je ne sais pas, une urgence qui arrive un jour, qui est traitée sous pression temporelle parce qu'en fait, tout le monde veut partir, qui finalement est mal pris en charge, et on a des conséquences, je ne sais pas, des conséquences par rapport au patient, et que finalement, si ça avait bien été pris en charge, cette urgence, elle aurait été mieux traitée. Et donc, du coup, cette petite conséquence en plus vient se poser en plus, et tout d'un coup, le collectif dit, en fait, l'ensemble des conséquences concernant ce sujet, on n'en veut plus. Ouais. Uniquement parce qu'on a rajouté un élément. Et là, du coup, le collectif, c'est le moment où tout le monde est mûr pour faire changer le protocole. Et du coup, le protocole, il changera et il durera. Alors que si on dit non, c'est mal organisé, mais on va le changer, alors que tout le monde, pour l'instant, est OK avec les conséquences, c'est pas certain qu'une nouvelle façon de faire fonctionnera tout de suite, parce que les gens sont OK avec ce qu'ils jouent. Oui, il faut accepter le processus d'évolution, en fait, et c'est de toute façon accepter que notre pratique évoluera continuellement. Et souvent, ce qu'on cherche, c'est la solution. On cherche d'avoir quelque chose qui soit déjà bien formaté, bien établi, et on reste dans cette situation-là parce qu'on a trouvé on a trouvé la bonne recette de cuisine qui fonctionne. Mais finalement, il y a toujours des ingrédients à ajouter, à modifier, quoi. Voilà. Et en fait, moi je me dis toujours, il y a 2 équilibres dans la vie. Il y a l'équilibre stable et l'équilibre instable. Quel est pour toi le moins anxiogène? C'est l'équilibre stable ou l'équilibre instable? Alors là, c'est un piège. Je sens le piège, Franck. Non, c'est quoi pour... moi, donc, l'équilibre stable et l'équilibre instable, c'est quoi le moins anxiogène? L'équilibre stable. Ah non, parce que c'est l'équilibre instable. D'accord. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait un piège. En fait, l'équilibre stable, en fait, à partir du moment où on veut rester dans un équilibre stable, on se met en danger. On devient anxieux parce qu'on a peur de le quitter. D'accord. Alors que l'équilibre instable, en fait, on est dans une forme de mouvement, on sait qu'on est en mouvement, et donc en fait, on n'est pas anxieux puisqu'on est dans le mouvement et dans l'action. Et donc en fait, à partir du moment où on considère qu'une procédure, qu'un protocole et qu'une organisation est toujours, je mets des guillemets, en mode instable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose de vivant et c'est pas quelque chose de stable qu'il faut surtout respecter en permanence, etc. En fait, on devient moins anxieux puisqu'on se dit, de toute façon, c'est quelque chose de l'entité du cabinet, tout ce qui tourne, c'est quelque chose de vivant. Ouais. Et donc, c'est pas quelque chose de figé. Et donc, à partir du moment où on considère qu'on est en mode instable, je mets des guillemets encore, qu'on est en mode instable, on se dit, c'est pas grave. Ouais, là, à ce moment, ça marchait super bien ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Ça marche plus. Qu'est-ce qui fait que ça marche plus? Et qu'est-ce qu'on va changer? Et donc, en fait, du coup, l'état d'esprit de se dire, en fait, je suis en mode instable, finalement, paradoxalement, est moins anxiogène que de se gripper corps et âme à un truc qui marchait il y a 15 jours et qui tout d'un coup marche plus.
Et en disant en permanence, il faut revenir à ce qu'on faisait avant. C'est mettre de la souplesse, finalement. C'est mettre c'est mettre de la flexibilité, de la souplesse. C'est même pas de la souplesse. En fait, c'est un vrai état d'esprit. C'est vraiment se dire, OK, ce qui marchait jusqu'à maintenant, faut que je sois juste disponible pour me dire que ça va évoluer. Et la Et ça, notion aussi qui est importante et à laquelle on n'a pas été éduqué du tout, enfin, c'est la notion de plaisir au travail. En fait, on a l'impression que notre travail est plus un sacerdoce, et on le voit bien d'ailleurs dans l'articulation de notre vie, des semaines, et voilà, le week-end, les vacances, tout est articulé pour que le travail soit vécu un peu comme quelque chose de pénible et de difficile, pour laisser place au plaisir seulement le week-end et les vacances. Alors que moi, j'ai compris il y a pas très longtemps que c'est super important de prendre plaisir à travailler, quoi, à retrouver son équipe. Ça, c'est quelque chose. Toi, quand t'es dans le cockpit, c'est quelque chose que tu ressens parce qu'il y a l'adrénaline, il y a quelque chose de très très fort on l'imagine parce que piloter un avion, c'est un fantasme de beaucoup de personnes. Alors que être sur un fauteuil, enfin derrière un fauteuil dentiste, c'est pas forcément le fantasme de beaucoup de personnes. Mais tu vois, si un jour tu reprends ton exercice de chirurgien dentiste, est-ce que tu n'as pas peur de perdre un peu cette adrénaline et ce plaisir que tu as à piloter? Alors moi, quand j'exerçais, j'ai toujours exercé avec plaisir. Pourquoi? C'est que j'ai toujours eu conscience qu'il y a ce poison permanent dans le métier de dentiste qui fait que on gagne de l'argent dans un acte manuel. L'acte manuel prend un temps défini. Un composite, j'en sais rien, va me prendre, j'en sais rien, 30 minutes. Si je veux bien le faire, il va prendre 30 minutes. Mais mon cerveau me dit, ouais, ok, si tu le fais aussi bien en 20 minutes, ça veut dire que tu peux faire 3 composites au lieu de 2 en 1 heure. Ça sous-entend que le bénéfice peut être différent. Et donc, en fait, pour moi, j'ai toujours eu conscience de ce poison, du rapport au temps et à l'argent. Et j'ai toujours accepté dans ma pratique de me dire que je faisais certains actes à perte parce que je voulais bien les faire. Parce que voilà, je voulais bien les faire. Par exemple, mesurer, récupérer une dimension verticale d'occlusion, si on veut vraiment prendre son temps, ça prend longtemps. Et après, si on regarde comment ça se codifie, c'est incodifiable. Et donc, en fait, si on veut bien faire les choses dans notre plan de traitement, à un moment donné, on fait des heures qui sont pas. Et j'ai toujours accepté ce rapport temps-argent. Ce qui fait que j'ai toujours aimé exercer. J'ai toujours aimé. Et j'ai toujours su aussi que je ne serais pas parmi les dentistes qui gagneraient le plus dans cette profession. Parce que j'ai toujours accepté de me dire, si je ne prends pas plaisir à travailler, de toute façon, je perds l'essence même du travail. Mais moi, c'est en lien avec le rapport à l'argent. Ouais. Et alors, ça sous-entend aussi quelque part finalement d'accepter le système dans lequel on vit, puisqu'on ne peut pas le modifier, par exemple le reste à charge zéro, parce que on se retrouve après en complètement désaccord et à essayer de trouver des astuces et des subtilités pour contourner le système et se mettre encore plus en situation de danger ou d'échec, quoi. Ouais, complètement, il y a ça. Et je pense qu'une bonne façon je pense que travailler à plusieurs, je pense quand même que c'est une source de plaisir au travail. Le fait de partager ses cas, le fait d'échanger avec ses confrères. Plus on travaille à plusieurs, plus on travaille en équipe, plus ce plaisir au travail et ce que tu dis, accepter le système tel qu'il est, je pense qu'il est plus facile. Et je pense que le système aujourd'hui, il est complexe et pour avoir du plaisir au travail, je pense que s'il y a une bonne délégation et que chacun fait ce qu'il a à faire
avec le temps imparti, le plaisir au travail, il peut être là. Moi, je le vois dans des cabinets où il y a une super ambiance, ça rigole. On entend que les gens rigolent, se marrent en travaillant. On voit bien que c'est dynamique, il y a du mouvement. On voit bien que l'équipe, ça bouge, c'est dynamique, ils sont accueillants, ils sont bienveillants. Et on voit bien justement qu'il y a du plaisir au travail. Et à chaque fois que je vois ça dans les cabinets, c'est toujours des cabinets où il y a un dimensionnement de l'équipe qui est assez important. Et contrairement à ce qu'on peut croire, on fait toujours cette notion de si on augmente la masse salariale, on va perdre de l'argent. Je pense que c'est un mauvais calcul. Si on veut avoir du plaisir au travail, c'est un mauvais calcul. Le pire, je pense que c'est de se retrouver, le pire. Je pense que être praticien seul dans un cabinet avec une assistante, être à deux, je pense qu'en termes d'anxiété, c'est majeur. Ouais, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre finalement. Parce ce qui fait un peu peur dans les grosses structures, c'est l'engrenage, quoi. C'est l'engrenage on peut pas réduire de chiffre d'affaires, sinon la structure, on la met en péril. Non, j'ai bien conscience que c'est très anxiogène comme métier, mais en faisant, moi je vois juste mon focus extérieur, c'est que les praticiens qui ont ce plaisir de travail, on les retrouve plus facilement dans des structures où il y a un dimensionnement humain qui est suffisant pour que chacun puisse réaliser ses tâches. Le praticien très anxieux, généralement, il se retrouve à faire de la clinique, du rangement, un peu de sté, des papiers pour les mutuelles, papiers sécu, la compta, enfin voilà, il est multitâche. C'est compliqué d'avoir du plaisir à travailler sous pression comme ça, quoi. Ouais, carrément, ouais. Toi, tu envisages un jour de reprendre ton activité? Ouais, c'est pas hors de question parce que voilà, je suis métier de pilote, c'est beau, c'est magique, c'est fatigant aussi. Et j'ai toujours maintenu mes qualifs. Donc, j'envisage peut-être à un moment donné, il faut s'arrêter de voler, il faut être raisonnable. Et donc, quand je vais arrêter de voler, je pense que je vais réexercer. Là, tu me disais que pendant toutes les années là où tu n'exerces plus le métier de dentiste, ça fait combien d'années? Ça fait 24 ans, 25 ans? Non, ça fait j'ai arrêté d'exercer il y a 13 ans. Ah ouais, ok. Tu t'as continué de te former? Tu te formes en distance, en présentiel? Je continue à me former et puis j'ai fait un DU de réactualisation des compétences en odontologie à Bordeaux. Ah ouais. Et le DUFCO année 1 à Paris 5. C'est quoi? Le DUFCO, diplôme universitaire de formation continue en odontologie. Mais j'ai fait que la première année parce qu'après la deuxième année, ça recoupait ce que j'avais fait au DU de réactualisation des compétences en odontologie. Voilà, et puis là, je suis en train de regarder un petit peu le panel des formations et je vais faire une formation sur les facettes céramiques. Voilà. Avec de la clinique. Donc, je me suis maintenu. Et puis, j'ai conscience que je n'ai pas une pratique quotidienne. Hein. Donc, il faudra aussi remettre en place une pratique de façon graduelle. Mais voilà, c'est dans les projets, à voir. Et t'imaginerais ton exercice comment alors? Enfin, tu vois, comment tu te verrais dans quel cabinet, dans quelle configuration? Et Je me vois pas travailler seul en tant que praticien. Je me vois travailler avec un autre praticien. Je me vois travailler forcément avec une assistante. Je me vois travailler à quatre mains, forcément aussi. Ça, c'est deux impératifs, pas seul et travailler à quatre mains. Et puis, je me vois bien travailler dans un pôle de santé avec d'autres professions. Je trouve que c'est toujours très, 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 très structurant et très, très sympa. Et en termes de plaisir, pareil, d'échanger avec d'autres praticiens. Et voilà,
le maître mot, ça serait dans une de mes valeurs, justement, dans ma pratique, ça serait le partage. C'est pas être solitaire. Et tu travaillerais combien de jours par semaine, par exemple? Oh, ça serait 3 jours par semaine. Parce que j'ai à cœur de continuer à travailler sur les facteurs humains pour les chirurgiens dentistes. Je voudrais aussi m'occuper de ça. Donc ça va me demander aussi du temps si je veux me tourner vers d'autres cabinets et continuer à accompagner des praticiens. Moi, ça me fait toujours tellement plaisir de voir quand on accompagne un cabinet, de voir que le cabinet se redynamise, retrouve du positivisme, se retourne vers l'avenir, c'est chouette. Donc ça aussi, ça va me demander du temps. Voilà. C'est un virage en ce moment. Ouais. Et tu vois, souvent dans beaucoup d'entretiens que j'ai réalisés, j'ai remarqué que les praticiens les plus épanouis étaient souvent des praticiens qui avaient plusieurs activités. C'est-à-dire qu'ils ne consacraient pas tout leur temps à la dentisterie. C'est ce qui entretenait aussi la passion du métier. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça rejoint ce côté dont on parlait il y a 10 minutes. C'est que le praticien le plus anxieux, c'est celui qui va travailler 5 jours par semaine et qui finalement s'est enfermé dans une pratique assez solitaire et qui finalement il est multitâche et il fait tous les métiers autres que d'être au fauteuil. C'est-à-dire qu'en fait, il assume toutes les tâches de son cabinet. Et je pense que ça, enfin, je m'imagine pas le faire personnellement. Et c'est vrai que je suis en accord avec toi. Bien souvent, quand je rencontre des praticiens qui sont bien dans leur tête, ils ont souvent autre chose. Un autre, ça peut être un sport à très haut niveau, ça peut être un investissement dans une association, ça peut être un métier secondaire en corrélation avec leur pratique ou non, mais ils ont très souvent, un autre pôle d'attraction qui fait qu'en fait, ils prennent du recul par rapport à leur pratique et ce qui fait que quand ils retournent dans leur cabinet, ils sont contents d'y aller. Alors c'est vrai que l'objection à ça pourrait être, oui, mais moi, j'ai pas de passion, ou j'ai pas d'autre chose à côté. Mais c'est obligé qu'on ait autre chose à côté parce que, comme tu le disais tout à l'heure, quand on fait le choix d'un métier, on a plusieurs options qui se présentent à nous, on en choisit une, mais souvent on en choisit une qui peut-être éteint un petit peu une autre et qu'on a oublié. Mais forcément, on a des dispositions qui ont peut-être été un peu conditionnées par notre éducation et qu'il faut aller retrouver. Donc il y a tout ce travail d'introspection à faire. Que tu disais un petit peu tout à l'heure sur quelles sont nos compétences, quelles sont nos valeurs, quels sont les domaines dans lesquels on est à l'aise. Et ce qui peut être intéressant dans l'introspection, c'est de faire ce qu'on appelle les espaces de vie. Tu sais, les espaces de vie, tu as l'espace perso, c'est le temps que tu passes pour toi. L'espace professionnel, le temps que tu passes pour ta vie professionnelle. L'espace social, c'est avec tes amis. L'espace de couple et l'espace famille. Tu as 5 espaces. Et en fait, l'idée, c'est de faire un petit camembert. Enfin, bon, au cours d'un entretien de coaching, c'est de faire un petit camembert sur aujourd'hui, quel est le constat de tes 5 espaces de vie. Et si on devait prendre après l'idée, au cours de l'entretien, et si avec une baguette magique, on faisait le monde idéal dans 18 mois, dans 24 mois, comment tu aimerais avoir cette répartition? Et donc, du coup, les gens repositionnent leurs 5 espaces de vie. Et donc, du coup, après, ça permet de les challenger sur cette envie ou non de repositionner leur espace professionnel par rapport à leurs autres espaces de vie. Voilà, sur le temps qu'ils passent pour eux, le temps qu'ils passent avec leurs conjoints, le temps qu'ils passent avec leurs amis, leurs enfants, les passions qu'ils avaient, qui ne font plus, etc. Donc, ça leur permet de relever la tête et de se dire, mais en fait, j'ai en permanence les 2 mains dans la bouche, j'ai la tête baissée, mais en fait, pendant ce temps-là, la vie passe, le temps passe, et donc ces espaces de vie sur lesquels on travaille, c'est assez intéressant. Ça permet de réfléchir sur le sens que ça a. C'est pour ça que ça me paraît super important de développer d'autres choses à côté, que ce soit de l'art, que ce soit du sport, que ce soit... Ouais, tout à fait. C'est la même chose, en fait. Les pilotes épanouis, c'est toujours des pilotes qui font autre chose à côté. Parce qu'un pilote, c'est pas créatif, le métier de pilote.
On ne nous demande pas d'être créatif, on nous demande de respecter des protocoles, d'être dans le cadre, etc. Et donc, ça manque un peu de créativité, justement. Et moi, accompagner des cabinets, faire ce que je fais à côté en facteurs humains, il y a quelque chose. Accompagner quelqu'un, il faut être créatif, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert, faut être ouvert à l'autre, sans jugement, sans opposition. Et donc, moi, j'ai juste des méthodes de coaching. Mais après, j'ai vraiment j'adore ce côté, voir la personne évoluer devant moi. Et moi, je suis juste dans une méthodologie et la personne, elle est dans ses problématiques et je sais qu'elle va trouver ses solutions. Et je trouve ça hyper beau de voir ça, quoi. Et c'est chouette. Donc, du coup, moi, j'ai ce côté, le coaching, ça m'apporte ce côté-là, quoi, ce côté créatif. Oui, le côté moi aussi, le podcast, c'est le côté créatif qui me manquait. J'ai toujours eu ça en moi. D'ailleurs, je pense que je suis partie sur un métier de santé parce que ça regroupait pas mal de choses, le côté manuel, le côté intellectuel, le côté humain. Mais j'aurais, je pense, choisi un métier créatif sinon. Et effectivement, il nous manque parce que on a un système éducatif, en tout cas en France, je connais pas les autres, qui scinde tout ça. C'est-à-dire que t'es scientifique, ou t'es littéraire, ou t'es créatif. Mais tu peux pas être les trois en même temps. Ouais. Et là où je te rejoins complètement, c'est que quand tu annonces aux gens que tu as plusieurs activités, c'est marrant parce que la génération des 30 ans, ils trouvent ça bien, ils trouvent ça chouette, et ils trouvent ça au contraire. Et les gens de mon âge, moi j'ai 56, les gens de mon âge, ils disent mais non, mais c'est pas possible. Enfin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est louche. Ouais, c'est ça, c'est louche. Voilà, alors que voilà, c'est juste parce qu'on fait appel à ces aspirations et qu'on a envie de répondre à ces valeurs et que la vie est courte. Il faut en profiter. Vous venez d'écouter Entretien avec un dentiste. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et productrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du son libre était au montage, le générique Soul Blue Tango est de Monica. Les portraits d'Entretien avec un dentiste, c'est un vendredi par mois sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous pouvez me laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler tout autour de vous. Et si vous voulez me parler de votre histoire, contactez-moi sur entretienavecundentiste@gmail.com. Je vous lirai et je vous répondrai.